Que depuis 2015, Montpellier s'est lancé dans une politique agricole et alimentaire dont Isabelle Touzard est quand même une des chevilles ouvrières, la cheville ouvrière, je crois qu'on peut dire. Donc il y a une forte volonté politique locale. L'agroécologie est au cœur du projet. Et peut-être tu vas nous dire, on se connaît avec Isabelle depuis qu'on se tutoie. Donc peut-être tu vas nous dire en quelques mots, voilà, vous le maraîchage, les micro-fermes, quels sont vos projets? Bien, bonjour à tous. Peut-être en introduction dire qu'en effet, je suis élue depuis, avec toute mon équipe depuis 2 ans et demi, dernières élections municipales. Avant, on n'était pas élus. On a été élus à Murviel sur un projet, enfin contre un projet de ZAC, une zone d'aménagement concerté qui allait transformer 25 hectares de terrain agricole en logement. On a été élus contre ce projet. On a réussi à réduire le projet à 5 hectares depuis qu'on est élu. Voilà, c'est pour vous dire que cette question de la préservation des terres agricoles est un enjeu qu'on a à Montpellier, mais comme dans beaucoup d'endroits en France, j'imagine. Les terres agricoles deviennent extrêmement rares, chères. Elles sont trop chères même pour les agriculteurs aujourd'hui. Il faut qu'on y veille, la question du marché du foncier. Et on est carrément dans j'y revenir, dans une optique de reconquête agricole sur Montpellier. Et donc je suis donc vice-présidente en charge de l'agroécologie et l'alimentation. Alors il y a 3 ans encore, mandat précédent, il y avait 2 VP pour vous dire un petit peu les évolutions. Il y avait un vice-président en charge un conseiller spécial en charge des circuits courts, j'allais dire des courts-circuits, et puis un vice-président en charge de la viticulture et des traditions. Donc taurine, tambourin, etc. Pour vous dire un petit peu l'approche qu'il y avait de l'agriculture il y a 3 ans encore. Quand j'ai été élue, j'ai été vice-présidente en charge de l'agriculture, simplement. La métropole n'était pas métropole encore, c'était une comité d'agglomération. Et puis avec la loi MATPAM donc d'il y a 2 ans, nous sommes devenus métropole à Montpellier. Et là, j'ai demandé au président à faire évoluer ma délégation vers l'agroécologie et l'alimentation, qu'on juge absolument nécessaire de relier les deux thèmes, alimentation et agriculture. Et pourquoi l'agroécologie? C'est une volonté vraiment politique de dire qu'on est dans une phase de... Je dissocie pas agroécologie de transition. C'est pas un modèle technique qu'on veut privilégier, mais mettre en avant cette période de transition qui pour moi est historique, qui est révolutionnaire, qu'on est en train de vivre, je pense, de la même façon qu'on a vécu les différentes révolutions agricoles. Et il faut qu'on s'arme de tous les outils pour accompagner cette transition, sans exclure. Il s'agissait pas, par exemple, de dire on va privilégier un modèle, soutenir par exemple le bio et tous ceux qui ne seront pas bio seront exclus. Il faut au contraire avoir une approche fédératrice où on accompagne toutes les personnes qui vont dans le sens des objectifs de la politique qu'on a définis au départ entre élus, parce que pour moi c'est une politique, c'est pas un projet. Et donc on a défini nos objectifs avec les maires des 31 communes et les élus. Et à partir de là, tout citoyen, tout professionnel qui veut concourir à ces objectifs, quel que soit le point d'où il parte, quels que soient ses moyens, quelles que soient les conditions avec lesquelles il travaille, ce qui importe, c'est qu'on aille dans le même sens. Donc ça, c'était un peu les fondements de l'engagement qu'on a eu. Et à partir de là, donc, on s'est rendu compte qu'un travailler sur ce sujet-là, c'est extrêmement vaste. Ça va de la production agricole, dont on parle essentiellement aujourd'hui, mais ça passe bien entendu par la distribution, enfin la transformation, la distribution, la consommation. J'y revenir. Et puis on peut faire finir la boucle, la question du gaspillage et puis de la valorisation des déchets, etc. Donc c'est à tout cela qu'on s'attache. Et quand je parlais peut-être insister sur la question de la production, puisque c'est quand même ce qui est au cœur de la journée. À Montpellier, quand même, on part d'une situation qui n'est pas facile parce que le défi de l'alimentation, dans une zone où on a un héritage historique quand même qui est fondé sur la spécialisation viticole, 50% des terres sur la métropole sont occupées par la vigne, 40% des agriculteurs sont des viticulteurs. On a eu depuis 100 ans une déprise agricole qui fait qu'au gré des différentes phases, je vais passer vite dessus, de la spécialisation viticole, qui fait que les terrains petit à petit ont été abandonnés. Alors on trouve des chevaux, on trouve beaucoup de blé dur. Du blé dur, c'est une céréale qui est très intéressante parce que on la sème, on vient la récolter à la fin et puis on touche les primes de la PAC, mais c'est une exploitation... C'est une production quand même très pour beaucoup, une production très extensive, je veux dire, où la valeur ajoutée par unité de surface est quand même très faible dans une région où je vous dis on a vraiment besoin de ces hectares. Donc dans une zone quand même méditerranéenne qui est sèche, où l'eau se fait rare, de plus en plus rare,
Le sud de la France, la région méditerranéenne, est quand même une des régions d'Europe qui est plus sensible au changement, au réchauffement climatique. À l'inverse, on est aussi une des zones où il y a le plus de biodiversité. Un des hotspots mondiaux de la biodiversité se trouve sur le pourtour méditerranéen et notamment dans notre région. Mais quand même une situation pas facile. Donc quand on dit qu'on veut aider à l'installation de cette reconquête agricole et à l'installation d'exploitations maraîchères, d'élevage, etc., c'est pas... On part de loin, je dirais. On n'est pas dans les pays de la Loire où il y a une histoire... voilà, je dirais autour de ces agricultures nourricières plus importantes. Quand on parlait de petites fermes nourricières ce matin, j'ai essayé de voir autour de Montpellier à quoi ça correspondait. Donc il y a certes beaucoup d'exploitations maraîchères comme vous les avez décrites, mais il y a par exemple des élevages de porcs, quelqu'un qui fait des truies, 12 truies pour 2 actifs, je sais pas, on peut peut-être dire que c'est... mais ça marche, hein. 2 actifs qui font leur porcelet, les élèves, transforment la transformation, etc. Donc 12 truies, 2 actifs, et ils tournent très bien. 100 chèvres pour 4 actifs. Donc ça fait 25 chèvres laitières, pélardons par actif, qui vivent, en plus les chèvres exploitent 300 hectares de bois. Il y a aussi une exploitation, un couple qui vit avec 2 vaches et 5 hectares de céréales, qui font du pain. Les 2 vaches permettent de faire des yaourts de très haute, des GRGS de très grande qualité et ils vivent bien. Enfin, ils vivent quand même. En tout cas, ils vivent selon leur objectif de vie. Ouais, donc je pense qu'en effet, les petites fermes ou les micro-fermes, il y en a de multiples facettes, quoi, et de beaucoup d'expériences, je pense, qui sont intéressantes à regarder. Et donc, très rapidement, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire à la métropole, c'était, quand on parle de cette reconquête, c'est déjà donner des exemples à partir des terrains qui appartiennent aux communes et qui appartiennent à la métropole. Donc, se lancer dans ce qu'on appelle l'installation d'agriculteurs, c'est pas évident pour une collectivité parce que c'est pas dans nos habitudes, c'est pas dans les compétences des collectivités. Pour les services, c'était très nouveau. Et on a fait une première phase pilote cette année, donc sur 14 hectares. On a installé, donc, on peut estimer que ce sont des micro-fermes. Donc on a installé, on a travaillé avec un groupe de jeunes qui s'appelle Champ Libre, un collectif. Ils sont 6 qui vont s'installer sur 5 hectares avec un bâti là en zone urbaine, donc sur Montpellier. Ils ont le bâti et 5 hectares. Et puis une autre expérience en zone périurbaine sur 4 hectares, du maraîchage un peu plus classique, la 3e catégorie, pour 2 actifs. Cette expérience nous a, je vais très vite, mais sur la base de cette première expérience, on se rend compte que l'enjeu, c'est pas tant d'installer des agriculteurs que de créer de nouvelles exploitations, créer de nouveaux appareils de production. Il n'existe plus, en fait, avec l'histoire dont je vous ai parlé. Il ne s'agit pas uniquement de donner du foncier et de partir, et l'agriculteur qui tomberait du ciel et s'installerait sur les terres comme ça. Il faut du bâti, il faut un chemin d'accès, il faut de l'irrigation, il faut des tas de choses. Donc c'est des démarches extrêmement longues qu'il faut co-construire en même temps que le porteur de projet élabore son projet et le mûrit, je dirais. Donc c'est un travail en co-construction entre le porteur de projet et les services, et c'est pas facile parce que les services, c'est les services du foncier, de l'aménagement, de l'eau, de l'eau et l'assainissement, les services juridiques, les services économiques. Enfin bon, faut aller voir à DDTM, faut aller voir. Bon, c'est long, c'est extrêmement long d'arriver. Ces processus très longs et coûteux. Donc sur la base de cette première expérience, on se rend compte que si on veut aller passer à la vitesse supérieure, il faut réfléchir à des outils d'animation foncière. En fait, ce qui nous manque, c'est ce travail un petit peu de travail avec les propriétaires, qu'ils soient les collectivités, les communes, mais aussi les propriétaires privés. Juste une chose aussi, autour de Montpellier, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une zone où c'est de la propriété foncière, historiquement. Les agriculteurs sont des agriculteurs propriétaires exploitants. Depuis toujours. Donc, au gré des générations, les terrains se sont subdivisés. Et aujourd'hui, on a une multitude de toutes petites parcelles de quelques milliers de mètres carrés, avec souvent des indivisions. Donc,
Parfois même les propriétaires ont oublié qu'ils sont propriétaires de leurs terres. Donc si on veut arriver à reconstituer ces appareils de production de ces exploitants, même s'ils sont des micro-fermes, il faut quand même arriver à ressouder, je dirais, 3, 4, 5, 6, 10 propriétaires. Et donc il faut faire de l'animation foncière. Donc là en ce moment, on en est à l'étape où on veut mettre en place des AFA, des associations foncières. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, les associations foncières agricoles ou pastorales. C'est un statut d'établissement public. Quelqu'un parlait du problème d'éleveurs ou de propriétaires qui ont 1 hectare et qui ne veulent pas les mettre à disposition. Je crois que c'était dans le bassin parisien. C'est un outil très intéressant, je passe très vite dessus, mais donc il est créé par enquête publique et c'est un statut d'établissement public et il suffit que 50% des propriétaires ayant 50% des terrains acceptent de rentrer dans cette AFA pour que ça emporte l'ensemble du périmètre qui a été défini. Et le périmètre peut être à l'échelle communale, intercommunale, il peut être disjoint, il peut être jointif, etc. C'est un peu comme le système des remembrements, si vous voulez. Et donc là, ça permet d'entraîner des propriétaires, surtout les propriétaires qui parfois sont absents ou difficilement joignables, pour pouvoir faire ce travail de reconstitution d'appareils je ne vais pas dire d'exploitation agricole, mais de ferme agricole. L'intérêt aussi de ces AFA, c'est qu'elles permettent de recruter des animateurs et tout cela est éligible au FEADER. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'on parlait de financement. Cette reconquête agricole, ça demande de l'investissement, ça demande de l'argent pour remettre en état des terres, les débroussailler, remettre en place des systèmes d'irrigation, des chemins, des clôtures, etc. Et ça, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Et aujourd'hui, cet argent, les agriculteurs seuls ne peuvent pas, rarement, tout supporter, quoi. Ils le peuvent parfois, ou alors très lentement et très difficilement. Et là, c'est l'Europe, c'est le FEADER qu'il faut aller mobiliser et il faut être en capacité d'aller chercher ces financements-là. Et notamment sous des formes collectives. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est de mettre en place des sortes de syndics. Ces AFA, c'est comme des syndics qui gèrent les propriétés au compte des propriétaires. Voilà, donc juste pour... on en est là. On se pose beaucoup de questions sur la question de l'eau. On a discuté avec Jacques Véry à l'occasion d'un colloque demain sur agroécologie et irrigation. C'est un problème vraiment grave. La question du logement dont on a parlé, on réfléchit beaucoup aux questions des hameaux agricoles sur Montpellier. Comment on peut permettre à 3-4 agriculteurs sur un endroit. Ça, c'est pour les communes qui sont un petit peu, entre guillemets, frileuses et face au risque de mitage. Les maires du côté de Montpellier sont échaudés par rapport aux constructions alors on dit pseudo-agriculteurs qui au bout de 3 ans ne sont plus agriculteurs et par contre ont transformé les bâtiments en maisons. Bon, moi, sur ma commune, depuis qu'on est élu, on a déjà 3 agriculteurs qui ont construit leur chais et leurs bâtiments, donc ça ne nous pose pas de problème. Mais il n'empêche qu'il y a des maires qui sont frileux, donc il faut qu'on arrive à trouver les moyens de les rassurer, je veux dire. D'autant plus que dans le code de l'urbanisme, un agriculteur jusqu'à 800 mètres carrés, vous me direz si je me trompe, jusqu'à 800 mètres carrés de surface de plancher en bâtiment agricole n'est pas obligé de faire recours à un architecte. Donc on a parfois, nous, des viticulteurs qui construisent des chais, c'est des bâtiments importants qui peuvent être très, très gros, très imposants dans le paysage. Et on peut avoir des verrues quand même si on n'y fait pas attention. Donc il faut quand même qu'on regarde du qualitatif. Je pense que c'est important, que l'aspect esthétique est important. On réfléchit aussi dans le cadre du PLU intercommunal maintenant au niveau de la métropole, à la question de l'habitat léger et comment prendre en compte l'habitat léger aussi dans le PLUI. Et puis pour terminer, les questions de fond, je ne sais pas si j'ai encore autant... Moins 2 minutes. Les questions de fond qui se soulèvent suite à cette expérience, c'est que il y a la question de... On se dit, mais si on appuie, on va dans ce sens de l'installation d'agriculteurs, qu'est-ce qui nous dit que, une fois qu'ils feront leur cessation d'activité, parce qu'il y a bien un jour on arrête, on part à la retraite ou quoi, qu'adviendra-t-il de ces fermes? Si c'est pour à nouveau qu'elles soient démantelées, que le bâtiment parte d'un côté, que le foncier serve à réagrandir d'autres exploitations. Il faut absolument que ces exploitants avec lesquels ces porteurs de projets aient un projet qui fasse que ce soit transmissible après. Ce qu'a dit l'agricultrice du Trièvre tout à l'heure, la maraîchère m'a interpellée. Déjà, pourtant, c'est une toute petite exploitation et elle se pose la question de la transmission. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut arriver absolument à
des formes d'exploitation qui demandent peu d'investissement en capital, c'est sûr, et qui sortent beaucoup de valeur ajoutée à l'hectare. Donc on travaille sur les circuits courts, ça c'est un peu classique pour les métropoles, mais travailler alors nous, ce qu'on fait au niveau de la métropole sur la commercialisation des circuits courts, qui est la meilleure façon de valoriser les produits, on travaille à la mise en place, qui va sortir en fin d'année, d'une plateforme collaborative sous Creative Commons, qui va permettre à l'ensemble des porteurs d'initiatives de commercialisation, alors les boutiques paysannes, les terroirs directs, les drives fermiers, les AMAP, les marchés de plein vent, les locavoriums, enfin il y a une multitude de formes qui naissent là, donc tous les mettent sous forme de cartographie collaborative pour que les consommateurs sachent où acheter, mais surtout pour que les producteurs, y compris qui viennent de loin, des Cévennes, de l'Aveyron, etc., qui veulent vendre sur Montpellier, sachent où sont les différents points de vente potentiels pour pouvoir y coller. Puis le deuxième sujet aussi où on se dit, c'est que pour que ces exploitations soient transmissibles, sans forcément beaucoup de capital, il y a la pluriactivité, il y a notamment l'animation, l'accueil à la ferme, surtout en zone périurbaine. Il y a une forte attente des citoyens pour pouvoir aller dans les fermes, que les enfants puissent aller découvrir les fermes, etc. Et donc on travaille à la mise en réseau de ce qu'on appelle les fermes ressources en agroécologie sur la métropole, pour justement à la fois répondre aux attentes des urbains, les grands publics, les enfants qui veulent apprendre à jardiner, etc. Et puis aussi apporter aussi parfois une forme de revenu complémentaire aux exploitants. Et puis, pour finir, en conclusion, je me suis dit, mais les micro-fermes, c'est super, mais il ne faudrait pas que ça devienne, puisque, moi, ce que j'ai constaté, ces exploitants se mettent dans les interstices, souvent, de ce qui reste comme foncier qu'on veut bien, à la rigueur, un petit peu libéré. Il ne faudrait pas que ça devienne, paradoxalement, une sorte de forme de justification pour permettre à un autre système, qui est toujours le même, celui des exploitations de perdurer. Et donc, il faut être très vigilant, il ne faut pas le voir ça comme un pis-aller, mais vraiment comme une forme d'agriculture qui va se développer et qui va devenir majoritaire. Aujourd'hui, sur Montpellier, sur 500 porteurs d'idées ou de projets l'année dernière sur la métropole, seulement 25% étaient dans la viticulture, 75% dans les autres, donc ça montre que ça évolue, la moitié en agriculture biologique et 0 installation aidée l'année dernière. Une seule DJA prêt, etc. 0 l'année dernière. Toutes les installations se sont faites hors aide, etc. Et c'est une tendance qu'on a depuis longtemps.